« 1939-1945. 6 années de conflit à l'échelle du globe. Des millions d'hommes et de machines dressés dans un face-à-face titanesque. Des chefs de guerre déterminés à vaincre à tout prix. Sur terre, sur mer, dans les airs, des moyens de destruction sans précédent. Des populations civiles au cœur de la tourmente. La liberté ou l'oppression, un bras de fer démesuré, longtemps incertain, marqué par des épisodes héroïques et sanglants. Enfin, la victoire des Alliés, combattants, résistants, peuples libérés, sur les forces de l'Axe, fascistes et nazis. La collection Images de guerre raconte, avec les images tournées sur le théâtre des opérations et des témoignages irremplaçables, les moments clés de cette période sombre de notre histoire. S'appuyant sur des documents anglais, français, américains et des archives soviétiques et allemandes enfin accessibles, la collection Images de guerre lève aussi le voile sur l'histoire secrète du conflit. Images de guerre, la plus complète des collections vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Chaque année de mai à septembre, la Birmanie est prise dans le tourbillon de la mousson. Durant 4 mois, pluie, vents et brouillards venus de la baie du Bengale changent la poussière d'été en une fange porteuse de malaria, de dysenterie et de typhus. Ennemis mortels, plus redoutables encore que les Japonais. Fleuves et rivières quittent leur lit, tandis que la résistance naturelle de l'homme s'affaiblit. Son organisme, immergé dans un tel environnement, est mis à rude épreuve. C'est dans ce contexte que se déroula l'une des campagnes les plus acharnées de la guerre contre les Japonais.
Dès la fin du XIXe siècle, le Japon, bien qu'encore féodal, était devenu un État moderne en matière d'industrie et de potentiel militaire. Cependant, le pays ne pouvait subvenir à ses propres besoins en nourriture et en matières premières. Le gouvernement nationaliste, inspiré de l'esprit samouraï, décida de remédier à cette situation en envahissant la Chine. C'est ainsi qu'en 1931, les Japonais envahirent la Mandchourie. L'absence de réaction occidentale conforta l'armée japonaise dans son ardeur impérialiste. En 1937, elle s'empara de nombreuses provinces chinoises, toujours dans l'indifférence des nations occidentales. En décembre 1937, les Japonais envahirent la cité de Nankin. Au cours du viol de Nankin, c'est ainsi que l'odieuse opération fut baptisée, l'armée japonaise massacra entre 175 et 200 000 civils. Dès la fin de l'année 1938, la quasi-totalité du littoral chinois était sous tutelle japonaise. À l'intérieur des terres, les combats se poursuivaient. Dans le même temps, les communistes, sous le commandement de Mao Tse-tung, entreprirent de créer une armée. Les ambitions japonaises ne s'arrêtaient pas à la conquête de la Chine. L'Asie du Sud-Est, regorgeant de matières premières comme le pétrole ou le caoutchouc, était la seconde étape de leur plan de domination de l'Asie. Cette fois, il faudrait que le Japon affronte les puissances occidentales comme la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les États-Unis. L'obstacle majeur au projet d'expansion du Japon résidait dans la présence de la flotte de guerre américaine à Hawaï et à celle des troupes britanniques à Singapour. Tout au long des années 40 et 41, l'armée et la marine japonaise préparèrent l'invasion de leur sphère de coprospérité en partant de l'Inde à l'ouest jusqu'aux îles Marshall à l'est en passant par la Nouvelle-Guinée au sud. En 1941, le Japon était prêt à lancer sa grande offensive. Au préalable, il fallait que le Japon se débarrasse de sa plus forte menace, la flotte américaine du Pacifique. Le 7 décembre 1941, l'amiral Yamamoto déclencha l'attaque sur Pearl Harbor. À 7h49 du matin, le premier avion commença le bombardement. À la mi-journée, les Japonais avaient envoyé par le fond 4 cuirassés, 10 navires de guerre, sérieusement endommagé 4 autres cuirassés, détruit 349 avions. Par chance, les porte-avions étaient en mer lors de l'attaque. La Grande-Bretagne déclara immédiatement la guerre au Japon, suivie par les États-Unis.
Le président Roosevelt déclara devant le Congrès que le 7 décembre avait été le jour de l'infamie. Malgré une menace japonaise sans cesse accrue, les puissances occidentales n'étaient pas prêtes à la guerre au moment de l'attaque sur Pearl Harbor. La colonie britannique de Hong Kong était dotée d'une petite garnison de 6 bataillons. À Singapour, les défenses avaient été organisées pour s'opposer à une attaque par mer, la dense forêt vierge de la péninsule de Malaisie étant réputée impénétrable. À 7h30 du matin, le 8 décembre, l'armée japonaise traversa le fleuve Shamsung, frontière naturelle entre la Chine et Hong Kong. La principale ligne de défense britannique, retranchée à Shing-mun, avait pour surnom « ligne des buveurs de gin ». Les Royal Scots défendirent farouchement leur position sans parvenir à endiguer l'invasion. Les troupes, composées en partie de bataillons de Rajputs et de Punjabis, se replièrent vers l'île de Hong Kong, où 2 bataillons canadiens ainsi que le Middlesex Régiment s'étaient retranchés. Les combats se poursuivirent jusqu'à la reddition de la garnison le jour de Noël. Puis les Japonais entreprirent le débarquement aux Philippines, dont la sécurité était théoriquement garantie par la présence de troupes américaines commandées par le général MacArthur. Les agresseurs repoussèrent les Américains, île après île, depuis Luçon au nord jusqu'à Mindanao. Finalement, les forces américaines capitulèrent le 9 avril. Quelques unités résistèrent courageusement sur l'île de Corregidor jusqu'au 6 mai. MacArthur et quelques officiers et soldats parvinrent à s'échapper. Les autres furent capturés et entamèrent la tristement célèbre Bataan Death March, la marche de la mort, qui coûta la vie à plusieurs milliers de prisonniers. Au soir du 8 décembre, en apprenant les importantes pertes matérielles et humaines encourues par les États-Unis lors de l'attaque de Pearl Harbor, la Grande-Bretagne déploya sa force Z dans la région de Singapour, au sud de la mer de Chine. Elle se composait de 2 cuirassés, le Prince of Wales et le Repulse. Ne bénéficiant d'aucune couverture, ils furent l'objet d'attaques aériennes et coulés, entraînant dans la mort quelques 800 hommes. Fin décembre, les Japonais atteignirent les confins de la péninsule de Malaisie vers Singapour. Le 7 février, les Japonais débarquèrent sur l'île de Singapour. La résistance s'effondra une semaine après et le général Percival capitula. Il n'avait fallu aux Japonais que 73 jours pour tuer 9000 Britanniques et en capturer près de 130 000. Les pertes du Japon s'élevaient quant à elles à 9000 hommes. Ce fut une des plus terribles défaites jamais essuyées par l'Angleterre. Au sud, les Japonais envahirent les colonies hollandaises. Dès la mi-février, ils entreprirent des débarquements amphibies et aériens aux Indes néerlandaises. Le 27 février, les navires alliés attaquèrent une force navale japonaise au large de l'île de Java. La bataille de la mer de Java entraîna des pertes importantes du côté allié. Sur terre, les troupes japonaises broyèrent toute résistance et le gouvernement hollandais signa la reddition inconditionnelle le 8 mars. Le 8 décembre, les Japonais débarquèrent en force au Siam, devenu depuis la Thaïlande. De là, leurs troupes furent déployées en vue d'une offensive sur la Birmanie, dont la capture était un enjeu capital. Le Japon visait, en effet, à isoler les forces rebelles chinoises des renforts alliés. La Birmanie constituait également une base navale et aérienne de première importance pour les offensives futures contre la Chine et l'Inde. Interview de Gordon Nims. Lorsque les Japonais déferlèrent dans le sud-est asiatique, la guerre devint une guerre mondiale.
et la Birmanie se retrouva au cœur du conflit. Nous avions à notre disposition la 17e division indienne, sous le commandement du général Smith, ainsi qu'une collection d'individus mobilisés en toute hâte, avec à leur tête le général Scott. La force aérienne alliée se limitait à un petit nombre d'escadrons équipés d'avions de modèle ancien. Fort heureusement, elle bénéficia du renfort des volontaires américains, unité aérienne de fortune, commandée par le colonel Chennault. À la fin du mois de janvier 1942, les Japonais progressèrent à l'intérieur des terres. Après une série d'offensives, ils contraignirent les Britanniques à battre en retraite. Ces derniers laissèrent bientôt le fleuve Sitang derrière eux. Les effectifs de nos formations étaient terriblement réduits, le matériel limité et, ce qui peut être le plus grave, l'instruction sommaire. Le général Smythe, qui s'en rendait compte, jugeait qu'il fallait céder du terrain et se retrancher derrière le Sitang. De là, il serait possible, pensait-il, d'attaquer les Japonais sur le terrain de son choix. Cependant, le général Wavell, commandant en chef des forces britanniques et qui affectait on ne sait pour quelle raison un mépris total pour le soldat japonais, insista pour que Smythe combatte pied à pied afin de conserver la moindre parcelle du territoire birman. Il en résulta un désastre inévitable. L'ultime recours résidait en une marche hâtive vers le Sitang, à l'abri duquel la 17e division pourrait prendre de nouvelles positions. Solution qui aurait dû être retenue des semaines auparavant. Les Britanniques s'accordèrent un court moment de répit. Le sort de la Birmanie dépendait à présent d'une course contre la montre. Il convenait en premier lieu de rassembler le gros des forces défensives à la frontière indo-birmane. Le général Wavell accepta les renforts de Chiang Kai-shek. Pour eux deux, la défense de la Birmanie était vitale, car l'aide alliée à la Chine transitait par la route de Birmanie. Les troupes britanniques, sous le commandement du général Sir Harold Alexander, achevèrent de se replier après que les gisements pétrolifères de Yenanggyang aient été détruits pour que les Japonais ne puissent en tirer parti. En mai 1942, les Britanniques avaient trouvé refuge en Assam. C'était la fin de la retraite. Les Japonais avaient progressé, mais les Alliés étaient saufs. La Grande-Bretagne, bien qu'engagée dans la guerre en Europe, avait le devoir de défendre la Birmanie contre un ennemi discipliné, bien commandé, supérieurement entraîné. Mais l'état-major britannique doutait qu'il soit possible de conduire des opérations militaires dans la jungle birmane. Le général Slim se vit attribuer le commandement du 15e corps. À cette époque, ce dernier n'avait rien d'un corps militaire, sinon le nom. Slim s'employa à l'entraîner afin de le transformer en une unité opérationnelle. Il établit des centres d'instruction en Inde pour le préparer aux rudes combats qu'il aurait à livrer. Selon lui, la seule manière de libérer la Birmanie était de chasser les Japonais mètre par mètre, à travers la jungle, les marécages et les montagnes, dans un des terrains les plus accidentés de tous les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. En juin 1942, les victoires japonaises ne se comptaient plus. Tokyo contrôlait le pétrole des colonies hollandaises, 70% de la production mondiale d'étain et toute la production de caoutchouc. L'occupation de la Birmanie était sur le point d'isoler l'armée chinoise de tout contact avec l'extérieur. Cependant, le mois de juin 1942 vit aussi la première défaite des forces japonaises. Le 4 juin, le Japon déploya une flotte considérable pour s'emparer de l'île américaine de Midway. Les Américains lancèrent une attaque aérienne. 4 porte-avions japonais furent coulés. La bataille de Midway était la preuve même que, 6 mois après Pearl Harbor,
le Japon n'était pas invincible. La stratégie britannique consistait en une progression lente. Pour la mettre en œuvre, fut créé le South East Asia Command, le SEAC, état-major de l'Asie du Sud-Est. Mener une telle opération était loin d'être simple. La Grande-Bretagne disposait d'un petit nombre de troupes instruites. De nouveaux régiments indiens et Gurkhas furent progressivement mis sur pied au sein de l'armée indienne. Les forces britanniques reçurent quelques renforts et la Royal Air Force fut dotée de nouveaux engins. Le plan d'offensive prit forme dès la nomination de Lord Louis Mountbatten au poste de commandant suprême de l'Asie du Sud-Est. Les problèmes découlaient des traumatismes physiques et mentaux subis par les soldats à la suite de la retraite de Birmanie. La plus grande partie des pertes était due à la maladie et non au combat. Les soldats progressaient, trempés jusqu'aux os, dans une jungle insalubre et nauséabonde. La marche dans ces zones marécageuses, forestières et montagneuses était harassante et souvent mortelle. La guerre devenait un traquenard permanent, impossible à déjouer et qui dégénérait en confrontation directe, d'une âpreté à décourager le plus hardi des hommes. C'est bien pour cela que Slim voulait endurcir ses troupes avant de les engager dans de tels combats. L'attaché militaire américain en Chine en 1939, le général Joseph Stilwell, était un personnage haut en couleur. Il était surnommé Vinegar Joe, Joe le vinaigre. En janvier 1942, il fut nommé chef de l'état-major du général Chiang Kai-shek. La priorité de Stilwell était d'assurer le ravitaillement des divisions chinoises placées sous son contrôle, à partir de l'Inde, par voie des airs ou de terre. Dans un premier temps, il fit construire une route, puis s'équipa d'autant d'avions qu'il le fallait pour acheminer le ravitaillement par-delà les montagnes jusqu'à Chongqing. La route de Birmanie, admirable réalisation, descendait depuis la Chine jusqu'à Rangoon. Cependant, la présence des troupes japonaises en interdisait l'accès. Les Alliés entreprirent un vaste programme de construction de routes. Ingénieurs indiens, britanniques et américains bâtirent 3 routes stratégiques à travers les contrées les plus hostiles. Il restait à ces spectaculaires réalisations à résister aux forces de la nature et plus particulièrement à la mousson. Pressés d'agir par Churchill, les forces britanniques lancèrent une offensive sur la côte birmane d'Arakan en septembre 1942. L'efficacité de Slim fut appréciée à sa juste mesure. En octobre 1943, on lui confia le commandement de la 14e armée, qui fut baptisée par la suite l'armée oubliée. Slim était déterminé à tirer le meilleur parti de ses troupes pour vaincre l'ennemi. Dans un premier temps, il fallait leur prouver que l'ennemi n'était pas invincible. C'est à ce moment que le général Wingate, l'officier doté du plus mauvais caractère de toute l'armée britannique, se lança à son tour dans la bataille. Frondeur impénitent, il s'était distingué, tant comme soldat que comme chef, en Afrique et en Palestine, dans la lutte contre la guérilla. Ces théories, qui n'avaient rien de conventionnel, l'amenèrent à former les Chindits, forces spéciales d'assaut et de sabotage, dont la mission était d'opérer à l'intérieur des lignes ennemies. Wingate organisa la première expédition en 1943 en Birmanie centrale. 4 colonnes se frayèrent un chemin au beau milieu de la jungle jusqu'aux tranchées japonaises. Après une expédition pénible qui avait duré plus de 3 mois, les troupes retournèrent en Inde. Elles avaient saboté les lignes de communication ennemies et tué quelques 1500 Japonais. Ce succès prouva aux Britanniques qu'ils étaient capables d'actions offensives et que les Japonais étaient vulnérables.
Nés maraudeurs de Merrill, l'équivalent américain des Chindits, furent intégrés aux forces de Stilwell. Slim exploita également le potentiel aérien. Au début de la campagne, la Royal Air Force et la Royal Air India Force ne disposaient que de vieux modèles Hurricane. « 1943 fut l'année de la remise sur pied de la force aérienne alliée et de la formation de l'East Air Command, commandement aérien de l'Est, confié au général Strater-Meyer et à son adjoint, le général Colwrighton. Les principaux objectifs étaient d'une part de vaincre les Japonais dans le ciel de Birmanie, d'autre part de soutenir les troupes terrestres en effectuant des attaques aériennes et en assurant leur ravitaillement. Au début de 1943, les forces aériennes japonaises étaient les plus puissantes. Les Hurricanes faisaient pâle figure face aux zéros de l'armée nippone. La RAF mit au point une stratégie de filature des avions ennemis jusqu'à leur base, qui pouvaient alors être attaqués sans grand danger de représailles immédiates. Cette nouvelle tactique se révéla payante. Et à partir de la mi-43, on vit bien peu d'appareils japonais survoler l'Assam et la frontière indo-birmane. Alors qu'au sol, la campagne progressait lentement mais sûrement, le ravitaillement des troupes devenait chaque jour plus aisé. De plus, les forces terrestres bénéficiaient à présent d'une réelle couverture aérienne. Le pont aérien était une des réalisations les plus remarquables de la campagne. Les Alliés y avaient eu recours dans le passé, lors de la retraite de 1942, mais jamais à une telle échelle. À présent, il devenait le facteur essentiel de la réussite. Grâce au ravitaillement par air, n'importe quelle unité encerclée par un ennemi pouvait tenir. Les troupes britanniques et indiennes n'étaient plus à la merci des Japonais. Désormais, elles pouvaient résister jusqu'à l'essoufflement des unités nippones. Le centre de recherche des forces aériennes dans la région du Pendjab renforça le pont aérien. 4 escadrons américains de Dakota et 4 autres escadrons britanniques, plus une poignée de Curtis Commando, mis à la disposition des troupes alliées par le commandement américain de transport aérien, furent utilisés à cet effet. Ces avions atterrissaient aussi près que possible des troupes alliées. Lorsque celles-ci étaient au contact des forces japonaises, les vivres étaient parachutés. La bonne marche des opérations était soumise aux fluctuations météorologiques, au relief du terrain et aux représailles ennemies. Le pont aérien permettait un secours rapide des blessés. Des appareils légers, tels que le Piper Cub, le L4 ou le L5, furent utilisés comme ambulances. Tous les blessés étaient ensuite évacués par Dakota vers des hôpitaux en Inde. L'efficacité croissante de la 14e armée était due à la qualité de ses services médicaux. Pourtant, lors de la retraite de 1942, les soldats succombèrent aux maladies plus qu'à leurs blessures de guerre. La malaria ravageait la population birmane et la jungle était le ferment de maladies telles que la dysenterie ou le beriberi. La plaine d'Imphal, dans l'Assam, devint bientôt le lieu de convergence des armées. Vaste étendue au relief plat, recouverte d'eau durant les 5 mois de la mousson, elle était bordée de montagnes et coupait la route allant de l'Inde à la Birmanie. Au nord se trouvait la ville de Kohima, perchée sur les collines, à mi-chemin entre Imphal et le terminus ferroviaire de Dimapur.
Le 30 mars, alors même que les combats en Arakan s'essoufflaient, les Alliés déployèrent par avion la 5e division à Imphal et Kohima, en prévision d'une offensive japonaise. Les troupes creusèrent des tranchées et organisèrent des centres de résistance sur les flancs des collines. Au sud, Imphal devint la base de quelques 20 000 soldats alliés. Pour les Japonais, il était capital de s'emparer d'Imphal afin de pouvoir s'assurer d'un point d'appui en territoire indien. À partir de là, ils pourraient disposer des bases ferroviaires et aériennes de l'Assam pour attaquer le Bengale. Cela permettrait enfin d'isoler Stilwell et les Chinois du reste de la Birmanie et de morceler la défense alliée. Alors que les Japonais se préparaient à l'offensive, Wingate lança l'opération Chindit Thursday, au nord de la Birmanie. 3 brigades furent mises en œuvre, dont 2 aériennes et une terrestre. Opérant de concert avec les Chinois et les Marauders de Merrill, elles étaient chargées de saboter le maximum de lignes de communication ennemies. Fort de ce soutien, Stilwell entreprit ensuite une percée en Birmanie centrale. Les forces spéciales furent déployées derrière les lignes japonaises grâce aux planeurs et aux Dakota américains, commandés par le colonel Cochrane. Malheureusement, les opérations se déroulèrent au crépuscule et des atterrissages quelque peu hasardeux provoquèrent de nombreuses pertes humaines avant même le début des affrontements. Les brigades construisirent rapidement leurs bastions, Broadway, Aberdeen, White City et Blackpool, au cœur du territoire ennemi. Les hommes conservaient leur position au prix de féroces combats, au corps à corps. Par malheur, la mort de Wingate, survenue dans un accident d'avion le 24 mars, peu de temps après le début de l'offensive, perturba la marche des opérations. Le chaos fut à son comble lorsque l'on nomma pour lui succéder le général Lantaigne. Sans l'énergie et le charisme de Wingate, les principes de guerre qu'il avait imposés s'effritaient. Les brigades, après force victoire et force défaite, parvinrent aux limites de leurs forces. Stilwell se résolut, non sans réticence, à évacuer les troupes en août. Elles ne furent plus jamais utilisées. Alors que les forces japonaises progressaient en direction de Kohima et d'Imphal, Slim donna l'ordre aux forces alliées de se replier en menant un combat d'arrière-garde, de manière sinon à endiguer, du moins à retarder l'avance ennemie. Au cours de leur retraite, les unités de la 20e division se heurtèrent aux mêmes difficultés que celles rencontrées par leurs camarades de la 17e division. L'évacuation des blessés par civière rendait la progression d'autant plus laborieuse qu'ils étaient très nombreux. C'est à Ukrul, au nord-est d'Imphal, qu'eut lieu l'un des plus grands désastres de toute la campagne. La 50e brigade parachutiste indienne, la seule unité parachutiste, fut dépêchée vers la ville pour en assurer la défense. Les troupes se concentrèrent dans la zone de Changsha. Un siège meurtrier s'ensuivit. Les Japonais étaient tellement proches des forces britanniques que toute intervention aérienne était impossible. La famine eut raison de la plupart des hommes et bien peu de survivants réussirent à gagner la ville d'Imphal.
Le siège d'Imphal se disputa principalement dans le ciel. L'objectif majeur était d'empêcher la prise de la plaine d'Imphal par les Japonais, ce qui leur permettrait de se ravitailler. Les hommes qui n'avaient pas de rôle défini au sein de la bataille, les bouches inutiles avaient été évacuées. Mountbatten et Slim visitèrent les retranchements afin d'insuffler détermination et optimisme aux combattants. La région au sud de la piste de Silchar et du Bichenpur fut le lieu d'un des premiers combats de la bataille d'Imphal. La végétation dense, le terrain accidenté, limitait le champ d'action sans pour autant réduire les capacités de l'artillerie. Cette dernière contribua grandement à détruire l'ardeur des Japonais. Les Britanniques disposaient de chars Lee Grant bien meilleurs que ceux de l'ennemi. La 254e brigade apporta dans la bataille une aide précieuse. Les combats autour du périmètre défensif d'Imphal se poursuivirent des semaines durant, sans que les Alliés ne cèdent un pouce de terrain. Cependant, au nord, à Kohima, les événements prenaient un tour bien différent. Les forces de la garnison, composées de la 161e brigade et des régiments de Birmanie et d'Assam, se montaient à 3500 hommes. Les Japonais étaient déterminés à s'emparer de Kohima avant de continuer leur progression en territoire indien. Leurs effectifs équivalaient bien à ceux de 3 brigades. Le Royal West Kent devait contenir l'assaut japonais, tandis que le reste de la 161e brigade établirait des poches de défense à l'ouest de la ville. Le 6 avril 1944, l'armée nippone lança la première grande offensive. Elle s'empara d'une partie du périmètre défensif en subissant des pertes importantes. Au fil des mois, le potentiel combatif du Japon se désagrégeait en même temps que les îles du Pacifique retombaient aux mains des Américains. Vint ensuite l'invasion des Philippines, qui constitua un tournant majeur dans l'issue de la campagne du Pacifique. En Birmanie, dès août 1944, la 15e armée nippone du général Mutagashi n'était plus que l'ombre d'elle-même. La 36e division britannique, commandée par le général Festing, renforça les troupes de Stilwell dans le nord du pays. Ces dernières livrèrent de durs combats au nord et au centre de la Birmanie contre un ennemi acharné qui ne voulait pas déposer les armes. À présent que ces troupes regagnaient quelque robustesse, Slim visait à s'opposer aux forces japonaises en terrain découvert, dans la vaste plaine centrale de Birmanie. La bataille de Mandalay était l'étape préliminaire d'une importante offensive orchestrée par Mountbatten. La défaite des Japonais en Birmanie centrale et en Arakan et la libération de Rangoon en représentaient les objectifs ultimes. À la suite de la débâcle de Kohima et d'Imphal, l'état-major japonais limogea la plupart de ses officiers. Un remaniement au sein des forces alliées eut également lieu. Les généraux Gifford, Scoones et Pownall furent relevés de leurs fonctions, tandis que l'on fit venir d'Italie le général Sir Oliver Lees. Le général Boyd Browning, qui occupait jusque-là le poste de commandant des forces aériennes, devint chef d'état-major de Lord Mountbatten. Ayant vaincu la jungle et fort de leurs unités blindées et de leur artillerie performante, les Alliés voulaient obliger l'armée nippone à livrer bataille dans les plaines de Shwebo, entre les fleuves Chinwin et Irrawaddy. Cependant, les Japonais s'en tinrent à leur position défensive sur la rive opposée de l'Irrawaddy.
gardant prudemment la distance avec les troupes alliées. Les Alliés avaient décidé de détruire les forces japonaises en Birmanie centrale, puis de progresser vers Rangoon avant la mousson. En même temps, les troupes étaient chargées de s'emparer des îles Akyab et Ramri dans l'Arakan, afin d'établir des bases aériennes en prévision d'une attaque sur Rangoon. Il leur fallait également protéger des convois vers la Chine contre toute interférence ennemie. Le 14 janvier, le 33e corps franchit l'Irrawaddy en direction de Mandalay. L'opération était destinée à faire croire aux Japonais que Mandalay était l'objectif principal. La 19e division indienne, Dagger, sous le commandement du général Pete Reese, établit ses positions sur la rive ouest de l'Irrawaddy. Les Japonais réagirent violemment et lancèrent une contre-attaque, aussitôt refoulée par le feu des mortiers. Ayant gagné la périphérie de la ville, les troupes alliées s'employèrent à faire tomber les bastions de Mandalay Hill et de Fort Dufferin, dont l'enceinte était épaisse de 10 mètres. Les tirs à bout portant de l'artillerie lourde achevèrent d'éventrer l'épaisse muraille et le 20 mars, les deux places fortes tombaient. C'était cependant la ville de Mektila, avec ses axes routiers et ferroviaires et son importante base aérienne à 110 km au sud de Mandalay, qui représentait le véritable objectif des Alliés. Sa prise leur permettrait d'éliminer les Japonais de Birmanie centrale et de rouvrir la route de Rangoon. Le 4e corps entra en action et construisit des centaines d'embarcations nécessaires à la traversée de l'Irrawaddy. Les Japonais furent totalement surpris. Ils avaient renforcé leur front à Mandalay, mais avaient négligé la défense de Mektila. La 7e division indienne franchit le fleuve en delà de Pakoku, en même temps que la 17e division indienne enlevait la ville de Mektila. Le succès de cette attaque surprise vint donc s'ajouter à la prise de Mandalay, qui coupait la route aux troupes ennemies et à leur ravitaillement. Rangoon était désormais à portée de fusil. Le 2 janvier, les Alliés entreprirent un débarquement amphibie sur l'île d'Akyab. Le 21, l'assaut était lancé sur l'île de Ramri, un peu plus au sud. La résistance japonaise s'effondra rapidement. Une fois l'île enlevée, les troupes achevèrent en un tour de main la construction de bases aériennes. Le ravitaillement des troupes était désormais supérieur à 2000 tonnes par jour. Les forces japonaises qui avaient réussi à échapper à l'encerclement à l'issue des batailles de Mandalay et de Mektila firent mouvement par le sud en utilisant les deux routes parallèles menant à Rangoon. Quelques unités gagnèrent les collines de Shan à l'est, tandis que d'autres se réfugièrent à l'ouest dans les collines de Peguyoma. Beaucoup d'hommes avaient péri dans les combats. Cependant,
L'armée de Slim devait gagner Rangoon à 500 km plus au sud avant que ne commence la mousson. Leurs efforts ne furent pas récompensés car cette année-là, la mousson arriva 2 semaines plus tôt. Aussitôt, le terrain se transforma en un gigantesque marécage et l'eau des torrents vint submerger le pays tout entier. La garnison japonaise de Rangoon, devant la double menace, évacua la ville, libérant dans la tourmente plusieurs milliers de prisonniers de guerre avant de prendre la fuite. Rangoon était tombé, mais la guerre n'était pas terminée. Le reliquat des forces ennemies se replia vers le Siam, laissant derrière lui une armée prisonnière des montagnes de l'Ouest. Mais les Japonais n'étaient pas au bout de leurs forces et les combats se poursuivirent. L'armée japonaise décida alors d'entreprendre une percée par le Sitang. La date et le lieu prévus de l'attaque furent interceptés par les Alliés, et la 14e armée, forte de son artillerie lourde, boucla le périmètre concerné et attendit de pied ferme. La plupart des troupes japonaises qui essayaient de traverser la rivière furent anéanties. Moins de 6000 hommes parvinrent sur la rive est du Sitang, alors en pleine crue, et ils étaient hors d'état de continuer le combat.
Depuis le débarquement en Normandie, les Allemands ont perdu, en l'espace de 6 mois, près d'1 million d'hommes. Le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, n'a-t-il pas parié avec le maréchal Montgomery que la guerre serait terminée avant Noël 1944? Mais à l'automne, Eisenhower semble devoir perdre son pari, car Hitler a regroupé les restes de la Wehrmacht pour stopper la marche des Alliés sur l'Allemagne. En effet, Hitler, cet homme démoniaque responsable de l'extermination de millions de Juifs, n'en est pas moins un stratège. Il l'a prouvé lors des campagnes victorieuses du début de la guerre. Il a conçu à lui seul un plan pour endiguer les forces alliées. L'idée a germé dans son esprit à la fin du mois de juillet 1944, au moment où les Alliés avancent sur Paris et que sur le front Est, les Russes déciment les armées allemandes. Il consacre le reste de l'été à réfléchir, mais le choix des moyens se réduit, tel une peau de chagrin. Après 5 années de guerre, l'armée allemande a été amputée de plus de 3 millions d'hommes. En août 1944, la quasi-totalité de la France est libérée. Au sud, Rome est tombée et les forces alliées progressent en direction des Alpes. Mais Hitler est loin d'être battu. Dans son esprit, et c'est en partie vrai, le pays dispose encore de ressources considérables à jeter dans la bataille. Près de 10 millions d'hommes peuvent être engagés. Il n'y a pas que des vieux ou des adolescents parmi eux. D'importants éléments bien structurés des Waffen-SS demeurent de redoutables unités de combat. Pilonnés de nuit par les bombardiers britanniques et de jour par la 8e armée de l'air américaine, les usines allemandes n'en produisent pas moins des quantités records de munitions. Hitler mise sur sa dernière génération d'armes miracles. Il soutient que les nouveaux chasseurs à réaction de la Luftwaffe vont débarrasser le ciel de l'aviation alliée, alors que les V1 et les V2 réduiront à néant les villes anglaises. Hitler ne gagnera peut-être pas la guerre à l'ouest, mais s'il peut clouer au sol les Américains et les Britanniques, il pourra concentrer ses troupes sur le front de l'Est, théorie plausible, mais le temps presse pour l'Allemagne. De leur côté, les Alliés ne sont pas invulnérables. Cherbourg, principal port de ravitaillement, demeure à près de 500 km du front. Munitions, couverture, nourriture, tout est acheminé par camion. Les convois de l'intendance procèdent du miracle et les Alliés commencent à souffrir de pénurie. Faute de carburant, les blindés piétinent en mains endroits. Des facteurs qu'Hitler prend en compte. Il confie ses projets au dernier carré d'officiers généraux qui lui restent fidèles et en qui il a confiance. Avec leur décodeur Enigma, les services de renseignements alliés peuvent décrypter les codes ennemis. Mais cette fois-ci, comme Hitler ne transmet même pas les directives à son état-major, les Alliés ne peuvent rien intercepter. Hitler s'interroge. Attaquer les forces russes aurait de minces résultats et ne ferait qu'alourdir le bilan des pertes allemandes. Au demeurant, les Russes semblent disposer d'inépuisables réserves humaines. Lancer une offensive en Italie n'allégerait guère les pressions exercées sur le front ouest. L'urgence est de repousser les Alliés qui sont aux portes de la Ruhr. Hitler, en fait, n'a guère le choix. S'il se borne à ordonner de se battre jusqu'au dernier homme, la ligne Siegfried sera inévitablement enfoncée. Il lui faut contre-attaquer pendant que la Wehrmacht
dispose encore de ressources. Une fois son plan établi, Hitler nomme le maréchal von Rundstedt pour qu'il l'exécute. Vénérable combattant de 70 ans, Rundstedt n'apprécie pas particulièrement Hitler, mais ses troupes le respectent. Sa mission, préparer la défense de la ligne Siegfried. Militaire rigoureux, Rundstedt n'est pas porté à s'écarter des plans établis. Hitler ordonne la mise sur pied de 25 divisions, une tâche considérable. Les personnels militaires qu'Hitler qualifie de « tir au flanc de l'arrière » sont affectés dans des unités combattantes. La tranche d'âge mobilisable s'étend maintenant aux hommes de 16 à 60 ans. Les soldats affectés sur des fronts moins menacés sont envoyés dans la région de la ligne Siegfried. Ces nouvelles unités sont composées de 10 000 hommes au lieu des 17 000 réglementaires que comptent les divisions allemandes régulières. En contrepartie, un plus grand nombre de soldats est équipé d'armes à tir ultra rapides. Leurs performances s'avéreront meurtrières. Ces renforts disposent aussi de nombreux Panzerfausts ou armes anti-chars portatives. Hitler ordonne aussi la création de 10 brigades de panzer dotées chacune de 40 chars, y compris du Panther, un nouveau char moyen, et du Tigre royal, un monstre de 68 tonnes. Dans les combats de duel, les Shermans alliés n'ont pas l'avantage face à ces mastodontes. 16 septembre 1944, Hitler annonce ce qui peut être considéré comme sa dernière initiative de guerre. Son plan est le suivant. La Wehrmacht, massée derrière la ligne Siegfried, attaquera à travers la forêt des Ardennes et s'emparera du port d'Anvers en Belgique. Choqués, mais habitués à ces rodomontades, ces généraux l'écoutent attentivement. Ce plan n'est pas totalement dénué de sens. La distance séparant les lignes allemandes du port d'Anvers n'est que de 160 km environ. L'attaque principale est prévue contre un secteur où les forces américaines, clairsemées, affaiblies, disposent de troupes fraîches, mais sans expérience, et de combattants aguerris, mais fourbus. L'offensive vise à enfoncer un coin entre le gros des armées britanniques et canadiennes au nord et les forces américaines au sud. Anvers est tombé le 9 septembre, mais l'estuaire de l'Escaut, long de 95 km reliant le port à la mer, est encore aux mains des troupes allemandes. Durant les longues semaines qui ont précédé sa décision, Hitler a ordonné à ses hommes de tenir les rives de cet estuaire coûte que coûte. Cette décision a pour effet d'immobiliser les Alliés sur le littoral. Et si les Panzers réussissent à foncer sur Anvers, l'armée britannique de Montgomery sera prise dans une souricière. Hitler évoque déjà la perspective d'un autre Dunkerque. Une telle catastrophe, suppute-t-il, empêcherait pendant des mois les Britanniques et les Américains d'envahir l'Allemagne, lui donnant ainsi le temps de compléter son arsenal d'armement miracle. C'est au travers de la forêt des Ardennes que les Allemands avaient lancé leur campagne éclair qui avait pulvérisé le front allié en 1940, et c'est au même endroit qu'Hitler décide de contre-attaquer 4 ans plus tard. Mais la grande différence entre 1940 et 1944, c'est que la Luftwaffe est pratiquement détruite. Göring n'en promet pas moins qu'elle fournira aux attaquants une couverture de 1500 avions. Hitler prévoit que les préparatifs prendront de 6 à 8 semaines. L'offensive aura donc lieu en plein milieu de l'hiver. Le mauvais temps saisonnier paralysera les sorties de l'aviation alliée et la privera de moyens de contre-attaque rapide. Le programme est en place. Le nom de code retenu, Wacht am Rhein. La garde sur le Rhin vise à tromper les Alliés et à conforter leur impression que les efforts de défense allemands seront concentrés derrière la ligne Siegfried. 4 divisions Panzer SS, spécialement choisies, constitueront le fer de lance de l'attaque. Hitler est convaincu de leur loyauté et subjugué par leur performance. Il ne sera pas déçu par leur fanatisme. Il prévoit en outre une trentaine de divisions, dont un tiers de Panzer.
Alors que Hitler et son état-major font leurs préparatifs, les Alliés ne s'attendent guère à ce que les Allemands lancent une offensive. La guerre d'usure se poursuit à l'ouest, mais à un rythme beaucoup plus lent. La percée en Normandie, la marche sur Paris et sa libération en août ont mis à rude épreuve les hommes et le matériel. Tous aspirent à la fin de la guerre, depuis Eisenhower et Montgomery jusqu'aux GIs et aux Tommies. Les Allemands ne semblent plus en mesure de pouvoir orchestrer une opposition farouche. Il y a certes encore des poches de résistance un peu partout, mais la Wehrmacht donne surtout l'impression de se terrer derrière la ligne Siegfried, attendant l'assaut final. Les Alliés ont désespérément besoin de reprendre souffle. L'ouverture du port d'Anvers est indispensable. L'estuaire de l'Escaut continue d'être défendu par 67 canons de la marine et des milliers de soldats allemands. Eisenhower souhaite que Montgomery réduise ce goulet d'étranglement. Le maréchal britannique ambitionne un projet plus grandiose, celui de larguer 3 divisions de parachutistes à l'arrière des lignes allemandes pour établir une tête de pont sur le Rhin et ouvrir un couloir en Allemagne. L'opération est baptisée Market-Garden. 24 heures après l'annonce par Hitler de son plan, Montgomery passe à l'action. La première division aéroportée britannique saute à la verticale d'Arnhem et de son célèbre pont. Ce que le renseignement allié ignorait, c'est que 2 divisions de Panzer venaient d'arriver dans la région pour une période de repos. La bravoure et la farouche résistance des paras appartiennent à l'histoire, mais dotés d'armes légères et inférieures en nombre, il était exclu qu'ils puissent avoir le dessus. 3/4 des 10 000 hommes de cette division aéroportée sont tués, blessés ou capturés. Franchir le Rhin ne sera pas facile. L'Allemagne, semble-t-il, va devoir être conquise, kilomètre par kilomètre. Malgré ce désastre et les problèmes de ravitaillement posés par les acheminements terrestres depuis Cherbourg, les Alliés n'en continuent pas moins de progresser. Aix-la-Chapelle, leur prochain objectif, se trouve en Allemagne même. La guerre terrestre va enfin pouvoir se dérouler sur le sol ennemi. Siège du Saint-Empire romain germanique, lieu de résidence de Charlemagne, Hitler veut sauver cette ville, ou du moins faire en sorte qu'elle soit détruite avant qu'elle ne tombe aux mains des Britanniques et des Américains. En octobre, le 7e corps d'armée du général Collins, relevant de la première armée américaine, l'attaque. Les Allemands la défendent pied à pied. L'aspect psychologique de la bataille d'Aix-la-Chapelle transcende sa valeur stratégique. Des questions d'honneur et d'amour-propre sont en jeu. Les Américains sont aussi fermement décidés à s'en emparer que les Allemands de les en empêcher. Après 8 journées de combats acharnés, maison par maison, la ville tombe aux mains des Alliés le 21 octobre. Aix-la-Chapelle est en ruine. Les Allemands ont perdu la bataille, mais le combat n'a pas été inutile. Il a permis à Hitler de gagner un temps précieux. Le Führer a cependant besoin de plusieurs autres semaines pour être fin prêt dans les Ardennes. Les troupes allemandes, entre-temps, se battent le long de l'estuaire de l'Escaut et participent au blocus d'Anvers. Des unités de la première armée canadienne, appuyées de commandos britanniques, reçoivent l'ordre de venir à bout de ce bastion. Les Allemands ont inondé les bas-fonds. Avancer dans la vase est presque impossible. Graduellement, l'ennemi lâche prise, les combats cessent. 41 000 Allemands sont faits prisonniers. Bilan du côté canadien, 13 000 victimes. Le port d'Anvers, dont l'accès était si précieux, va enfin être ouvert. La stratégie alliée est simple désormais, elle consiste à repousser les Allemands. La prochaine campagne est livrée dans la forêt du Hurtgen, au bois dense qui barre l'accès à la Rhénanie et à Cologne. Le cadre de ces espaces boisés inhospitaliers va donner à Hitler les dernières semaines nécessaires à la réalisation de son calendrier militaire. Les Allemands sont bien retranchés, le temps est abominable. Les Américains subissent des pertes cuisantes. Elles sont pires du côté allemand, 80 000 morts. Tel est le prix des positions cédées aux Américains. Hitler a acheté le temps dont il avait si désespérément besoin avec le sang de ses soldats. Les Alliés veulent s'accorder un temps de répit dans le Nord. Noël est proche, les hommes ont besoin de repos. Les Ardennes sont parfaites pour organiser la pause. La vie quotidienne des GIs s'améliore. En Allemagne, les gens vivent dans les abris pour échapper aux vagues constantes de raids aériens. Noël sera sinistre.
Les préparatifs de la grande contre-attaque envisagée par Hitler entrent dans leur phase finale. Elle aura lieu le 16 décembre. Les prévisions météo sont mauvaises, donc idéales pour Hitler. Le réseau ferroviaire allemand demeure curieusement intact en dépit des incessants raids aériens. Il va assurer le redéploiement des troupes stationnées à la lisière du Reich. Des milliers de tonnes de fournitures vont être puisées dans les dernières réserves dont disposent les Allemands. Les carburants revêtent une importance cruciale pour les blindés et les camions. Sans un ravitaillement assuré, les Panzers ne pourront pas se ruer sur Anvers, même si des victoires sont remportées sur le champ de bataille. Malgré les activités ralenties par l'hiver, Eisenhower veut maintenir les pressions sur les lignes allemandes.